Merci de nous préférer pour vous informer. Voici les titres de cette session d'information. Ce jeudi 4 mai marque le 2e anniversaire de la tentative d'arrestation du leader du parti Restaurer l'Espoir au cours d'une marche. Candide Azanaï rappelle les raisons de cet événement. La réunion de la CECAC-APF a connu son épilogue ce jour, jeudi 4 mai 2017 à Cotonou. Les précisions sont à suivre dans ce journal. Et puis, décès du ministre des Travaux publics somalien Abdoulaye Siradji a été tué par balle mercredi à Mogadiscio. Bienvenue à toutes et à tous. 4 mai, date historique pour le parti Restaurer l'Espoir de Candide Azanaï. Ce jeudi 4 mai marque le 2e anniversaire de la tentative d'arrestation de leur leader. Les militants de ce parti ont organisé une marche commémorative qui a permis à Candide Azanaï de revenir sur les raisons de la tentative de son arrestation manquée sous le régime précédent. On l'écoute au micro de Aristide Setti et de Denis Marouya. Le 4 mai 2015, un jour fondateur dans notre pays, il convient de commémorer ce jour. Car qu'il vous souvienne que les élections législatives, les résultats des élections législatives ont été proclamés un peu avant le 4. Je m'étais retrouvé à Calavi, nous étions un certain nombre de députés pour réfléchir sur l'élection au perchoir du président Adrien Mbedi. C'est donc du retour de Calavi, de chez le président Koudé, que j'ai eu les premières informations. Ces informations me proposaient 3 scénarios. Soit fuir de Cotonou et du Bénin, soit aller me rendre, et la 3e solution, soit prendre mes responsabilités. J'ai décidé de résister. À 6h45, les premiers signes ont commencé. Toutes les rues d'ici étaient barricadées de véhicules de la présidente de la République, du service de renseignement. Un peu plus tard, ce sont les véhicules de la police, de la gendarmerie, de la garde présidentielle. L'ordre qui avait été donné était de m'amener mort ou vivant. Parce que nous venons de gagner une élection haut les mains. Et cette élection faisait que la majorité au pouvoir alors n'avait plus aucune chance de remporter le perchoir. La tentative d'enlèvement, les gens disent, mais moi je dis l'opération de mon enlèvement crapuleux avait pour but de contrôler le Parlement, d'assassiner notre démocratie. C'est pour ça que j'ai refusé de fuir, de résister. Parce que si le 4, vous n'étiez pas sorti, vous n'aviez pas fait cette résistance, il n'y aurait jamais eu le 19 mai à Porto-Novo. C'est ça ce que vous devez comprendre aujourd'hui. Ce que vous avez fait le 4 mai, vous avez sauvé notre démocratie. Il y a des jeunes à qui nous devons rendre hommage. Le 4 mai n'est pas une journée qu'il faut oublier. Ce n'est pas une journée de vandalisme. Ce n'est pas une journée de destruction de biens publics. C'est une journée de protection de l'intérêt général. C'est une journée de résistance contre l'arbitraire politique. C'est une journée de refus, de condamnation, de dénonciation des enlèvements politiques, des assassinats politiques, des persécutions politiques. Mais c'est aussi une journée de lutte contre les dérives. Et cette rue doit être la rue du 4 mai.
La réunion de la Commission de l'éducation, de la communication des affaires culturelles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie CECAC-APF a pris fin ce jeudi. Cette rencontre a rassemblé à Cotonou les sénateurs, des députés et experts de l'éducation autour de plusieurs thèmes tels que la marchandisation de l'éducation. La prochaine réunion de la CECAC aura lieu à Luxembourg au cours de la 43e session de l'APF. Suivez ici un extrait des propos de la présidente de la Commission de l'éducation de l'Assemblée nationale. Au-delà des rapports classiques, l'approche adoptée pour l'étude des questions relatives à l'éducation, notamment sa marchandisation, à la problématique de la démographie, au financement des systèmes d'éducation, à l'éducation civique et citoyenne et à la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation. Cette approche a prouvé la profonde préoccupation des participants et notamment de mes collègues sénateurs et députés, quelle que soit leur région de provenance, au sujet de ces questions qui n'épargnent pas les pays francophones. Nous n'apportons peut-être pas, à l'issue de nos travaux, les solutions immédiates aux problèmes qui ont retenu notre attention. Mais déjà, pouvons-nous être fiers de lancer des pistes de réflexion qui constituent une partie, si infime soit-elle, de la solution globale aux préoccupations du moment. Le ministère de l'économie numérique et de la communication organise un atelier de formation au profit des cadres du ministère du 4 au 5 mai 2017. Cet atelier vise à donner aux acteurs institutionnels les outils nécessaires d'appropriation des projets. Laurent Toneikes et Damien Pedro pour plus de détails. Former les acteurs institutionnels pour une meilleure appropriation des projets et renforcer leurs capacités en communication, c'est le but de cet atelier de formation organisé par le ministère de l'économie numérique et de la communication. Prévu pour durer du 4 au 5 mai, cet atelier permettra aux acteurs de développer leur sens de vulgarisation des projets au profit du grand public. Serge Achrissou, directeur de cabinet du ministère, revient sur d'autres travaux prévus au cours de cet atelier. C'est aussi l'occasion de faire le point de l'évolution de certains projets qui sont en cours de réalisation. Ceci nous permettra d'asseoir une meilleure organisation de suivi et évaluation. Toutes choses qui concourent au succès. En effet, plus qu'une ambition, nous avons la lourde responsabilité de conduire à bon port 6 des 45 projets phares du programme d'action du gouvernement et une dizaine de projets prioritaires dont la réalisation ouvrira les portes de la croissance. Pour ces projets, il s'agit entre autres du déploiement de l'Internet haut débit, de la transition vers la télévision numérique terrestre, de la mise en œuvre de l'administration intelligente. Quant aux projets prioritaires, ils visent à créer les conditions nécessaires pour une administration efficace et performante au service des usagers, mais également de permettre à ces acteurs institutionnels de collaborer plus efficacement avec les autres acteurs impliqués dans les projets. Je veux nommer la HAC, l'ADN, le CPTNT, les partenaires privés et autres acteurs institutionnels qui sont engagés dans le même combat que le ministère de l'économie numérique et de la communication. Ce travail d'appropriation fera de ces acteurs institutionnels du ministère de l'économie numérique et de la communication de précieux vecteurs de communication et de vulgarisation des projets qu'ils défendront avec conviction. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, ce mercredi 3 mai 2017, les journalistes béninois rencontrés à la Maison des médias Thomas Meillanson ont évoqué quelques difficultés qui empêchent les journalistes de jouir de la liberté de la presse au Bénin. Ils justifient leur point de vue dans ce reportage de Antoinette Sabo et de Denis Maroya. Les esprits critiques pour les temps critiques, le rôle des médias dans l'avancement des sociétés pacifiques, justes et inclusives, c'est le thème retenu par l'UNESCO pour célébrer la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2017. Au Bénin, quelle place fait-on à l'information pour une presse indépendante et pluraliste? Certains journalistes apprécient à leur manière l'exercice de la liberté d'expression. C'est une liberté relative, parce que vous savez toute la pression que la presse a eue pendant un certain nombre d'années.
Déjà au niveau de la pression de l'argent dans l'exercice du métier, vous n'êtes pas sans savoir que jusqu'à un passé récent, l'État avait une main mise sur la presse avec le pouvoir de l'argent. Ça a bloqué un peu l'évolution des choses. La chose a semblé s'améliorer, mais je crains que nous retombions dans les mêmes travers. Dans ses attributs, le journaliste semble oublier aussi s'intéresse-t-on de moins en moins au journalisme d'investigation. Les raisons sont par exemple ce que nous dit Valentin Adibocha, journaliste à Golf Télévision. D'abord, les journalistes n'osent pas aller dans le domaine de l'investigation, approfondir les sujets comme on le voit sur d'autres continents, où grâce à des journalistes, on a pu démanteler un certain nombre de réseaux. Au Bénin, c'est un peu difficile parce que il y a la méconnaissance, n'est-ce pas, du code de la communication qui a été récemment voté. Les portes sont toujours hermétiquement fermées. Dès que vous voulez voir un DG, il vous réfère au ministre, et le ministre vous réfère au président, et le président vous réfère à Dieu. Donc c'est toujours difficile de creuser des dossiers et d'aller jusqu'au fond. Et lorsque vous avez le courage de le faire, vous êtes pris en adversité. Plus loin, l'impartialité et l'objectivité du journaliste dans le traitement de l'information qui constituent les vecteurs d'une presse indépendante au service de la population sont mises en cause parfois à cause de l'influence du pouvoir politique sur la profession du journaliste. Il y a d'abord la faute des professionnels que nous sommes et puis ensuite il y a le pouvoir lui-même. Je veux parler du pouvoir politique. Le pouvoir politique qui est en même temps un pouvoir d'argent. Et si les professionnels des médias, ils en arrivent à se laisser prendre à leur propre jeu ou à se laisser prendre au jeu des hommes politiques et des pouvoirs d'argent, ça devient une faute professionnelle. Il nous faut désormais travailler à ce que les uns et les autres nous fassent confiance. Quant au journaliste Toby Arlonsou, pour rendre indépendante la presse béninoise, il faut assainir l'environnement économique. L'environnement économique est tel que l'entreprise de presse, elle souffre. Aujourd'hui, nous devions travailler à la viabilisation, à l'indépendance financière économique des entreprises de presse pour que le journaliste lui-même soit indépendant. Et si nous sommes indépendants, notre liberté de presse, elle sera beaucoup plus accentuée, elle sera beaucoup plus de qualité. Le 3 mai n'est pas seulement consacré à l'évaluation de l'état de la liberté de presse dans le monde, mais aussi est une journée pour rendre hommage à des journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Sur cette même actualité, mais au plan international, une marche contre les problèmes économiques qui menacent la liberté de la presse au Sénégal a réuni mercredi à Dakar des centaines d'hommes de médias qui ont appelé les autorités à trouver des solutions aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur secteur. Démocratie menacée, pouvait-on lire sur une des pancartes portées par les manifestants lors de cette marche encadrée sans incident par la police. Une marche initiée par la coordination des associations de presse formée de plusieurs organisations nationales comme le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, le Conseil pour le respect de l'éthique et de la déontologie et la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Une manifestation organisée dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de presse célébrée chaque mois. En Afrique en général, surtout vu la situation du Cameroun, je pense que la liberté de la presse n'a jamais existé en Afrique. Vraiment, on le dit ça, mais ça n'a jamais existé en Afrique. Le journaliste qui n'a pas de salaire, par exemple, le journaliste qui reste des mois sans toucher de salaire, vous imaginez qu'il est facilement corruptible. Vous l'imaginez. Vous imaginez qu'il ne peut pas se rendre là où il veut pour faire les reportages qu'il souhaite faire. Vous imaginez qu'il est obligé de suivre une certaine ligne, disons, patronale ou administrative. C'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut qu'on revalorise les moyens des journalistes pour leur permettre donc de vivre avec dignité et de pouvoir donc exercer leur métier comme ils l'entendent. Plusieurs centaines de personnes, pour l'essentiel des hommes de médias, ont participé à cette marche, partie d'un quartier populaire de Dakar pour aboutir au siège de la radio-télévision publique RTS sur quelques 2 kilomètres. Des hommes politiques et des responsables de la société civile ont aussi pris part à cette manifestation, à l'issue de laquelle les organisateurs ont remis un mémorandum.
Ils dénoncent dans leur motion. Les manifestants ont notamment appelé à un plan national de financement pour la presse, un meilleur partage de ressources publicitaires et d'adoption du nouveau code de la presse, un test en gestation depuis 7 ans et visant une amélioration des conditions d'exercice du métier de journaliste. La menace de la liberté de presse n'est pas seulement une privation de faire apparaître des journaux ou des télévisions. Mais aujourd'hui, ce qui est menacé, l'État du Sénégal ne fait absolument rien pour organiser le secteur. Donc, nous allons tout droit vers le chaos s'il n'y a pas une remédiation par rapport à ça. Donc, c'est là-bas où il faut regarder la liberté qui est menacée. Le Sénégal, un pays réputé démocratique avec une presse libre, occupe la 58e place dans le classement mondial de la liberté de presse 2017 établi par l'Organisation de défense des médias, Reporters sans frontières, RSF. L'armée ivoirienne va envoyer pour la première fois une unité combattante de 150 soldats au Mali qui rejoindra la force de l'ONU à Tombouctou Nord, a annoncé mercredi le général Touré Sékou, chef d'état-major des armées. Jadis très influente en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, qui sort d'une décennie de crise politique interne, ambitionne de jouer à nouveau un rôle diplomatique majeur à la hauteur de son poids économique. La Côte d'Ivoire avait déjà envoyé un peloton de transport à la MINUSMA, mais jamais d'unité combattante, a souligné le général qu'on écoute. Tout théâtre d'opération comporte des risques. Peut-être que les risques peuvent varier d'un théâtre à un autre. Mais nous pensons en tant que militaires que nos hommes ont été bien formés, ils ont été, comme je l'ai dit, bien sélectionnés, bien formés, et ils ont un équipement adapté. Donc nous pensons qu'ils devraient s'en sortir. C'est un engagement fort, sinon on pouvait envoyer d'autres unités logistiques. Nous avons décidé d'envoyer une unité combattante. C'est un acte fort, c'est une ambition forte en ce qui nous concerne. Il y a deux aspects. La lutte contre le terrorisme, chacun de nous le sait. Un seul pays ne peut pas lutter contre le terrorisme. Donc c'est ensemble, la main dans la main, comme je l'ai dit dans mon discours, dans une coopération sous-régionale, régionale, même au niveau du continent, que nous pouvons lutter contre ce phénomène. Le ministre des Travaux publics somalien Abdoulaye Siradji a été tué par balle mercredi à Mogadiscio, apparemment par accident, selon des sources policières et gouvernementales. Commentaire Corneille Aïssé. Le véhicule dans lequel se trouvait le ministre a été touché par erreur par des tirs de garde de sécurité d'un autre responsable gouvernemental qui se trouvait à bord d'un pick-up à proximité du palais présidentiel, a indiqué à l'agence France Presse Ilyas Abdoulaye, un sénateur. Information confirmée par des sources policières qui ont précisé que des hommes armés à bord d'un pick-up ont ouvert le feu sur la voiture du ministre qui suivait derrière. Il semble que c'était une erreur, mais nous sommes en train d'enquêter, précise cette source. Dans un communiqué, le gouvernement se déclare profondément attristé par la mort de Siradji, 31 ans, le plus jeune membre du cabinet somalien qui a grandi dans un camp de réfugiés au Kenya avant d'être nommé ministre par le président Mohamed Abdoulaye Mohamed. Les Algériens ont commencé à voter jeudi pour renouveler les 462 députés de l'Assemblée nationale, mais l'abstention s'annonce élevée dans un pays confronté aux difficultés économiques et à l'immobilisme politique. Les quelques 53 000 postes ont fermé à 19h, 18h GMT, sauf autorisation au cas par cas, selon les autorités. Les résultats du scrutin doivent être annoncés vendredi en fin de matinée par le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse. Le débat télévisé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron a viré à un duel virulent et souvent confus, les deux finalistes de l'élection présidentielle se rendant coup pour coup à 4 jours du second tour. Dès les premières minutes de ce débat a été lancé tabou battant. Voir Madame Merkel et vous êtes allé lui demander sa bénédiction, car vous n'envisagez de ne rien faire sans avoir l'accord de Madame Merkel. C'est si vrai que quand on vous a dit mais comment vous allez faire face à Madame Merkel, vous avez dit mais je ne serai pas face à elle, je serai avec elle. Bon. Et bien sûr que je veux une France qui se bat avec alors, l'Allemagne. Je vais vous dire ce qui va se passer, Monsieur Macron. De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou Madame Merkel. Alors, elle est là la réalité. Mais arrêtez, n'ajoutez pas à votre indignité personnelle
celle de nos institutions mais c'est ça. de grâce. Allez, soumettez-vous. Notre pays mérite mieux que ça. Je ne me soumets à personne. Vous êtes à plat ventre en permanence devant l'Allemagne, devant le syndicat de la magistrature, devant l'UOIF, devant les communautaristes, devant les puissances d'argent, devant les banques. À plat ventre. Mais Madame Le Pen, le candidat moi, à plat ventre. Je suis le parti des affaires, ça n'est pas le mien, c'est le vôtre. Le parti qui ne va pas devant les juges, c'est le vôtre, pas le mien. Le parti des affaires, c'est le mien. Oui. Soyez. Oui, c'est la réalité. Attention à ce que vous dites, Monsieur Macron. C'est la réalité, Madame Le Pen. J'espère qu'on n'apprendra rien dans les quelques jours ou quelques semaines. Vous n'avez pas de projet, mais en plus, vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. C'est ça, peut-être le problème. Développez vos propositions. Parce que moi, je pense qu'il faut aussi s'attaquer. Développez vos propositions, Monsieur Macron vous répondra. Ça va aller mieux. Allez-y, Madame Le Pen, soyez respectueuse comme je le suis avec vous. Non, mais parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près. Je vous sens un peu agacé. J'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Abou Moussad, en 2005, dans un texte qui fait référence pour les terroristes, il dit quoi? Le plus grand souhait qu'on peut avoir, c'est que Madame Le Pen arrive au pouvoir en France. Le plus grand souhait. Pourquoi? Parce qu'il cherche la radicalisation, la division, la guerre civile que vous portez dans le pays. Lutter contre les terroristes, ça n'est en aucun cas céder à leur piège, le piège de la guerre civile, celui qu'ils nous tendent, celui que vous portez en divisant les Français. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv. Bonsoir chez vous.